Juste pour excuser nos deux présidents, notre président du MEDEF, Didier Fauchard, et le président du Globe TPE, Romain Lefebvre. Tous deux devaient être présents ce soir en visio, mais ils ont eu tous les deux des empêchements de dernière minute. Donc, le président, M. Fauchard, me demande de vous saluer et de vous remercier de votre participation à ce Club TPE. Et Romain de même, tout en étant désolé qu'on ne puisse plus les tenir en présentiel, en tout cas pour ce mois-ci. On espère que le prochain, au mois d'avril, pourra se tenir en présentiel. Donc, le prochain, au mois d'avril, déjà, je peux vous donner les dates. Le prochain Club TPE du mois d'avril sera le 6 et le 9 avril, normalement. Donc, de toute façon, comme d'habitude, demain, vous recevrez le lien pour retrouver l'intervention de ce soir avec le PowerPoint de Tiffany. Et en même temps, je vous mettrai la date avec le thème du prochain Club TPE. Et après, les invitations seront envoyées de façon récurrente, comme d'habitude, 3 semaines avant la date et puis la semaine et la semaine d'avant la réunion. C'est le mardi de Pâques, le 6 avril. Il y aura encore des œufs en chocolat? Ah, ben si c'est en présentiel, pourquoi pas, j'espère. Et si c'est en distanciel, eh ben, on les mangera tous ensemble. À distance, chacun chez soi. Je précise que tout à l'heure, on parlait d'œuvres d'art et qu'on est encore un peu en off. Regardez le fabuleux cadeau que je viens d'avoir. Oh là là! Quel tableau! Waouh! De la part de qui? Ah, ça, c'est indiscret. Attends, si elle nous montre son cadeau, c'est pour en savoir plus. Activité de la garderie du jour. Ah, je me disais, parce que j'allais dire, ta fille, elle est douée. Hein? Non, non, elle a fait ça. Bah, quand même, c'est pas mal. Bah ouais, c'est ça. C'est. Elle a quel âge? 4 ans. Futur artiste. Ouais. Ouais, faut pas qu'elle tire de sa mère, parce que sinon, elle est mal barrée. Tiffany, ce que je propose, du coup, là, comme il n'y aura pas de mots d'accueil des présidents, on peut peut-être commencer par le tour de table des personnes présentes pour que chacun se présente. Au fur et à mesure des nouveaux arrivants, on complétera et Tiffany se présentera en dernier et enchaînera avec sa présentation qui est aujourd'hui sur la formation des travailleurs non salariés. Ça va être fait sous une forme assez atelier, une forme atelier assez pratico-pratique avec une présentation rapide, ce qui nous permettra de répondre aux questions des personnes présentes si vous avez des questions bien précises. Et Danielle, donc une de mes collègues au MEDEF qui est responsable du point d'entrée AGFIS à La Réunion, sera là aussi en complément pour vous donner les informations pratiques lorsque vous souhaitez faire une demande de formation en tant que travailleur non salarié. Donc, je passe la parole. Laurent, tu es le premier sur notre liste. Je te laisse te présenter et puis après, on fera dans l'ordre des personnes qui suivent. Et ça marche. Bonsoir à tous. Je m'appelle Laurent Cossette. J'ai plusieurs casquettes, j'ai plusieurs activités professionnelles. Celle pour laquelle je suis là ce soir, c'est celle de mon activité de formation. Ça fait maintenant 3 ans que je suis formateur. J'interviens auprès de différents organismes de formation en tant que sous-traitant. Et de temps en temps auprès d'entreprises, mais je n'ai jamais été financé, c'est-à-dire que je n'ai jamais fait de dossier de financement pour les formations que je proposais, parce que j'en ai jamais eu l'occasion. Et donc là, ce soir, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ça se passe administrativement et quel est le circuit par lequel passe ce financement pour mes clients. Voilà. On ne t'entend pas. Audrey, on ne t'a pas entendu.
J'ai coupé mon micro pour bien faire et j'ai oublié de le réactiver. Florent, si tu veux prendre la parole, et après Anita. Oui, bonjour à tous. Donc moi je suis Florence Piesser, donc je suis chargé de relations entreprises et institutionnelles pour l'UMI Formation. L'UMI Formation donc s'est installé sur l'île de la Réunion le 4 janvier dernier à Saint-Gilles-Léo. Donc moi je suis ici également pour prendre des informations également sur les démarches que doivent effectuer les personnes pour accéder au financement. Anita, si tu veux te présenter, et après Katharine. Oui, bonjour. Donc, Anita, alors je gère deux structures, AdjustRH et AdjustRH Consulting. J'interviens dans le domaine donc, des ressources humaines, conseil RH en général, avec une structure qui fait également de la formation. On est porteur du dispositif Gadiamb, donc certains nous connaissent peut-être au travers de ce dispositif. Voilà pour ma présentation. Bonjour, donc Catherine Cellier-Smart, dirigeante de Smart Translate. Donc, j'aide les entreprises à travailler à l'international, notamment avec les traductions du français vers l'anglais, mais pas que. Je ne fais pas de la formation, donc moi, la formation pour moi, je me renseigne davantage à titre personnel, hein, sachant qu'en tant que profession libérale, je relève du FIFPL. Hein. Et donc, j'avais mis une question. Bon, non, on ne va pas parler des questions tout de suite, je pense. Oui, on verra les questions à la fin, Catherine. Ouais. Oui. Estelle, si vous voulez vous présenter. Je ne sais pas, on ne vous entend pas, Estelle. Sinon, Laetitia, tu peux te présenter et puis on repassera la main à Estelle après. Ça marche. Donc, Laetitia Chasban, avocate au barreau de Saint-Pierre. J'interviens principalement en droit du travail et droit de la sécurité sociale. Et je suis intéressée par cette formation à titre personnel, je suis libérale, et aussi pour les entreprises que j'accompagne. Des fois, il y a des petites questions dessus. Donc, pour des petites réponses rapides, ça peut dépanner des fois. Voilà. Merci. Estelle, est-ce que vous avez réussi à vous connecter? Sinon, on passe à Malika et après Michel. Bonsoir. Donc, Malika Técher, donc je suis directrice de l'entreprise Akali depuis quelques jours, donc ça reste assez récent. Donc, c'est un centre de formation qui intervient principalement sur le médical, paramédical, prévention des risques, informatique et management, communication et plus largement la QVT. En fait, moi, je suis là aussi pour avoir des informations, pour accéder au financement, pour permettre à des personnes qui souhaitent entreprendre des formations non salariées, d'accéder à des financements. Donc, voilà. Merci. Michel? Alors, par contre, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai une très, très mauvaise connexion. Moi, ça marche bien. Ceux qui ont des mauvaises connexions peuvent couper leur caméra. Des fois, ça facilite le passage. Mais toi, tu vas être embêté si tu coupes ta caméra. C'est ça. Bon. Michel. Non, mais pas avec tout le Ça monde. y est, vous m'entendez là? Oui, oui, Michel. Excusez-moi, je fais juste… voilà. Bon, pardon. Michel Grenier, consultant, je fais de l'expertise en retraite. Je gère le cabinet RPC Conseil IMG+. Alors, j'interviens beaucoup pour les professions libérales, notamment le secteur médical, et aussi pour les entreprises, dans le cadre de la GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et compétences, pour ceux qui n'aiment pas les sigles. Parallèlement à cette activité, je suis, alors depuis le 22 février, vice-président du Conseil de prud'homme de Saint-Pierre, puisque cette année, c'est une salariée, donc mandataire du MEDEF, et à ce titre,
vice-président du Conseil de prud'homme de Saint-Pierre. Bonjour maître, je n'ai pas eu l'honneur de vous être présenté ou de me présenter à vous dans les semaines passées. Et donc, cette année, c'est une salariée, donc Michel Santos, qui est présidente du Conseil de prud'homme, et votre serviteur, vice-président. Voilà, merci. Merci Michel. Stéphane, si tu veux te présenter. Oui, bonjour, donc Stéphane Régis, donc je suis président de Réunion Financement, j'ai d'autres casquettes aussi, dont expert judiciaire en gestion d'entreprise auprès de la Cour d'appel. Donc moi je suis là ce soir car je développe certaines activités, des nouvelles activités, donc j'aimerais connaître aussi les solutions de financement pour des formations sur ces activités. Étant président de ma SAS, je suis donc travailleur non salarié. Très bien. Je pense qu'il reste Estelle. Si Estelle nous entend, est-ce qu'elle peut se présenter? Et est-ce que j'ai oublié quelqu'un à part Daniel et Tiffany? On a fait le tour de tout le monde? Daniel, je te laisse te présenter. Ton micro est coupé, Daniel. Tu peux lui ouvrir le micro, Tiffany, si... C'est bon, je l'ai désactivé. C'est bon. Voilà, excusez-moi. C'est mieux avec le micro, effectivement. Donc, je suis Daniel Klein, donc point accueil AGFIS, MEDEF Réunion. Donc, pour tout ce qui touche les dossiers donc de constitution de financement de formation. Donc, je suis donc le point d'accueil qui pourra éventuellement donc être à votre disposition pour toute information et questions. Juste avant Tiffany, j'ai oublié de me présenter parce que j'ai l'impression que tout le monde me connaît, mais c'est vrai qu'il y a des personnes peut-être que je vois pour la première fois. Donc moi, c'est Audrey Poletti, je suis responsable du pôle adhérent au MEDEF Réunion depuis 3 ans, enfin 2 ans et demi. Dans ce cadre, j'anime le réseau pour les adhérents du MEDEF, mais aussi tout ce qui est prospection pour recruter de nouveaux adhérents afin de leur présenter les services et leur faire bénéficier de nos services tout au long de leur vie d'entrepreneur. Et à ce titre, j'anime avec le président Romain Lefebvre le club TPE, puisqu'il faut savoir qu'au MEDEF, 85% de nos adhérents sont des TPE de moins de 10 salariés. Donc, on a énormément de problématiques et de questions qui concernent les TPE. Et on essaye, grâce au club TPE qui se réunit 1 fois par mois, de répondre au mieux aux attentes de ces personnes. D'où ce soir la présentation par Tiffany de la formation pour les travailleurs non salariés, puisque ça concerne une grande partie des chefs d'entreprise de TPE qui sont souvent en auto-entrepreneur, en entreprise individuelle, ou qui sont, comme Stéphane, président de SAS et donc non salariés. Tiffany, je te laisse la parole. Moi, je vais couper ma caméra pour des raisons en fait, voilà, de bande passante, ainsi que mon micro. Je vous propose de couper vos micros, vous aussi, et de laisser Tiffany faire sa présentation. On pourra poser nos questions comme tu préfères, Tiffany, en fin de présentation ou pendant ta présentation, à toi de voir. Non, vu que je vais d'abord présenter prise en charge FIFPL et après AGFIS, on va faire d'abord les questions FIFPL et peut-être après les questions AGFIS. Parfait, je te laisse la parole. Alors, donc, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est aussi dans le but de faire des commissions communes. Donc, je suis Tiffany Jassem, je suis présidente de la commission formation. Ça nous tenait à cœur avec Romain donc, de faire une commission commune, commission formation et club TPE. Et je gère un OF qui s'appelle EpenGo, qui a été créé le 14 mars 2020. Je ne ferai pas de commentaires sur ma date. Donc, ça fait 1 an que mon OF a été créé. Et par mon offre de formation, je travaille avec énormément de chefs d'entreprise qui relèvent du statut non salarié. Alors, aujourd'hui, il a été important pour nous de vous présenter les dispositifs de prise en charge parce que c'est ce qui ressort assez régulièrement, c'est que les travailleurs non salariés ont des droits qui ne sont pas utilisés et non cumulables d'année en année. Donc,
vous ou vos clients avez des droits. Et aujourd'hui, c'est vous expliquer comment on peut les utiliser. Alors, je vais mettre une nuance sur l'AGFIS. Au niveau de la commission formation, on a des liens vraiment très privilégiés avec l'AGFIS. Donc, on arrive à avoir une information claire, nette, structurée. On a Daniel qui est vraiment notre père l'AGFIS au MEDEF et qui connaît parfaitement tout le fonctionnement. Et le gros avantage, c'est que si on a une question auquel on n'a pas la réponse, on a les interlocuteurs pour pouvoir vous renseigner. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est que FIFPL, pour le coup, on n'a aucun interlocuteur. Donc aujourd'hui, moi, les échanges que je vais vous faire au niveau du FIFPL, ça va être plus un cumul d'informations que j'ai eu avec, mais j'ai fait passer beaucoup de dossiers de mes clients sur du FIFPL, donc j'ai pu avoir beaucoup de cas de figure. Mais voilà, c'est pas au nom du FIFPL parce que malheureusement, c'est un organisme avec lequel c'est très compliqué de pouvoir communiquer et avoir des interlocuteurs. Voilà. Donc, je vais vous partager mon écran. OK. Donc, juste pour faire rapidement le tour, quand vous êtes salarié, vous dépendez d'un OPCO. Donc, vous êtes salarié, vous dépendez de votre OPCO. Et si vous avez des salariés, ils dépendent de votre OPCO. L'OPCO est défini par la branche dans laquelle vous êtes attaché. Et en fonction, vous allez avoir des fonds de formation qui vous sont dédiés. Quand vous êtes non salarié, vous dépendez d'un fonds assurance formation, qui est un FAF. Donc, en fonction de votre secteur, vous allez dépendre de différents FAF. Donc, commerce, industrie, services, AGFIS. Tout ce qui est lié profession libérale non médicale, on est sur du FIFPL. Profession libérale médicale, vous êtes sur du FAF-MP. Artisan, FAF-CA, Chambre des métiers de l'artisanat. Professionnel de la pêche, c'est le SSP-PCM. Le monde agricole, Vivea. Et tout ce qui va être lié artiste, auteur, on va dire intermittent, enfin, monde du spectacle, on va être à l'AFDAS. Aujourd'hui, on va intervenir sur AGFIS FIFPL parce que les autres FAF ont des spécificités. Et en général, les personnes qui sont rattachées à ces FAF ou les organismes qui travaillent avec eux connaissent très bien les spécificités. Donc aujourd'hui, on va rester sur du global qui sont AGFIS et FIFPL. Si vous ne savez pas de qui vous dépendez, alors en général, ça va être un des deux, mais il y a une solution qui est la seule façon de savoir, c'est d'aller sur votre site URSSAF et de télécharger votre attestation de cotisation à la formation professionnelle, la CFP. Ça va vous, quand vous allez télécharger votre attestation, ils vont vous dire vous avez cotisé pour ouvrir vos droits à tel organisme, donc AGFIS, FIFPL. C'est à partir de ce document que vous allez pouvoir savoir vers quel organisme vous allez pouvoir vous orienter. D'accord? Donc, si on part sur les ressortissants FIFPL, donc ressortissants FIFPL, ça va être toutes les professions libérales, tous les formateurs, les consultants, les graphistes, les psychologues, les pharmaciens ont des prises en charge FIFPL. Alors, je commence par la mauvaise nouvelle tout de suite. C'était que de manière générale, l'année dernière, les prises en charge du FIFPL étaient de 900 € par an. Cette année, on a baissé à 750 € par an, soit 250 € par jour. Donc, bon, ce n'est pas grand-chose. C'est mieux que rien. Donc, si vous voulez faire une prise en charge FIFPL, comment vous faites? Donc, toujours en amont, vous avez téléchargé votre CFP qui vous dit que vous cotisez au FIFPL. Vous allez vérifier les critères de prise en charge liés à votre code APE sur le site FIFPL. Donc, par exemple, alors je vais faire un échappe, je vous en ai téléchargé une. Alors, j'ai pris le 7022Z parce que c'est un petit peu le code APE dans lequel on met beaucoup de choses. Donc, vous allez avoir une liste déroulante on va y aller tout à l'heure sur le site, qui va vous permettre de choisir votre code APE. Donc, pour savoir les formations que je peux faire prendre en charge, je télécharge cette fiche. Donc, moi, si
par exemple, moi, je suis 7022Z, j'ai une prise en charge annuelle qui va être de 750 €. Et les formations qui vont être prises en charge, c'est toutes les formations qui sont citées dans la colonne formation cœur de métier. Donc, je peux faire du conseil en formation, je peux faire de la stratégie en rémunération, des langues, de l'audit, des formations des intermédiaires en assurance, du conseil en marketing, en communication. Toutes ces formations-là vont être prises en charge à leur coût réel avec un plafond de 250 € par jour et limité à 750 € par an. Donc, au-delà de ça, vous ne pouvez plus demander de prise en charge. Ensuite, alors on ne va pas hyper bien, mais certaines autres formations, donc là, des formations transversales peuvent être exceptionnellement prises en charge. Par contre, là, on vous dit, vous avez droit à une journée de prise en charge à 250 € par an. À titre exceptionnel et tous les 3 ans, vous avez droit à une formation à hauteur de 2500 € maximum ou est plafonné à 70% du coût réel de la formation. C'est uniquement pour les formations longues, les formations de plus de 100 heures. Donc, on peut imaginer que, par exemple, je ne sais pas, par mon métier, cette année, je souhaite passer un diplôme universitaire, je souhaite faire une formation qui va durer plus de 100 heures. Elle va être prise en charge à 70% de son coût réel, maximum à une hauteur de 2500 €, sachant qu'il faut qu'elle ait vraiment un lien, enfin, il faut qu'elle ait un lien avec tous les critères de prise en charge que vous avez vus avant. Donc, si vous voulez faire une reconversion, ça ne marche pas. Il faut qu'elle permette d'avoir une valeur ajoutée à votre code APE. Donc, voilà comment se présentent les détails des prises en charge pour le FIFPL. Donc, une fois que vous avez défini ce critère de prise en charge, je vous ai mis le lien sur le PowerPoint. Vous allez dire, OK, je sais mes thématiques de formation, donc je vais choisir ma formation. Et j'ai oublié le jeu, je vais prendre contact avec un OF, d'accord, qui propose cette formation. Là, suite à ça, je vais créer mon compte sur netopca.fifpl.fr. Alors, je vais vous le faire sur mon compte à moi. Comme ça, vous voyez comment ça se présente. Donc là, en fait, quand vous allez sur ce site, vous allez arriver sur cette page. Si vous n'avez pas de compte, vous allez sur création de compte. C'est assez simple. Il n'y a pas d'informations folles à transmettre. Notre numéro SIRET, tout ça. Donc, une fois que vous avez créé votre compte, vous allez arriver sur cette interface. Pour savoir à quoi vous avez droit, alors bon, là, c'est sur mon ancien code APE, mais ce n'est pas grave. Vous allez sur consulter votre budget de l'année en cours. Là, si je clique dessus, budget en cours, 0. Total pris en charge, 0. Ça ne veut pas dire que j'ai 0 budget, ça veut dire, c'est la petite spécificité, que j'ai utilisé 0 € de mon budget. Donc, quand là sera rempli 750 €, je sais que j'aurai tout utilisé. Ensuite, si je souhaite faire ma formation, je vais aller dans « Saisir ma demande préalable de prise en charge ». Donc là, je vais rentrer tout un tas d'informations, donc qui je suis, le type de formation que je vais faire, et je vais rentrer mon organisme de formation avec qui je vais faire la formation. Et ensuite, alors parce que du coup, j'aurais dû faire ça, je vais pouvoir aller donc, sur la plateforme où vous avez les pièces. Bon, je suis désolée, je vous le fais sur le mien pour que vous puissiez… Et là, par exemple, si je vais sur cette formation-là, je vais arriver sur les pièces à déposer. Donc, sur les pièces à déposer, je vais devoir obligatoirement, préalablement à la demande de formation,
déposer mon RIB, mon attestation de CFP, un programme et soit un devis, soit une convention. Une fois que j'ai déposé ces dossiers, ces documents-là, j'attends d'avoir mon accord de prise en charge ou pas. Vous faites votre formation. Et ensuite, vous allez… Alors, je vais revenir sur le PowerPoint. Du coup, donc là, vous avez créé votre compte. Vous allez sur la plateforme, vous déposez un RIB, un programme de formation, une convention, un devis et votre attestation CFP. Alors, on vous demande une convention et un devis. Par expérience, mettez les deux. Et tout ça doit être fait maximum 10 jours après le début de la formation. Je vous conseille de le faire en amont et d'attendre. Et j'attends mon accord de prise en charge parce que ce n'est pas sûr que vous ayez l'accord. Alors, si vous êtes sûr de faire la formation et que la prise en charge est un plus, faites-le. Si c'est un critère décisif sur je fais ou je ne fais pas cette formation, déposez-le bien un mois et demi avant. Ensuite, je participe à ma formation et à l'issue de ma formation, je dépose les documents de fin de formation sur la plateforme où je vous ai montré tout à l'heure. Donc, vous déposez vos feuilles d'émargement, une attestation FIFPL qui est téléchargée sur le site et une facture acquittée. Et suite à ça, vous allez recevoir votre remboursement un jour. Peut-être dans un mois, peut-être dans 6 mois, peut-être dans très longtemps. On ne sait pas, ça c'est complètement aléatoire. Alors normalement, l'OF qui vous accompagne connaît le processus, il a l'habitude de travailler avec le FIFPL et les attestations et tous les documents, il les a déjà et il vous enverra de toute manière les documents qui sont à transmettre. Alors moi, si je me positionne en tant qu'OF, parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont en tant qu'OF aujourd'hui, il y a des clients, par exemple Michel qui nous donne son exemple, qui n'est pas à l'aise avec l'informatique, ils me donnent leur code et je fais toutes les démarches pour eux, parce que sinon, ça devient galère et du coup, autant leur déposer les documents si c'est plus simple ou aller avec eux pour le faire au moins la première fois. Donc ça, c'est tout ce qui est lié à la prise en charge FIFPL. Est-ce que vous avez des questions? Oui, aujourd'hui, qu'en est-il du statut des organismes de formation? Parce qu'il était beaucoup question par le passé qu'ils soient data-dockés. J'ai cru comprendre que maintenant, qu'il faut que les organismes de formation soient… c'est Calliope. Oui. Oui. Alors, jusqu'au 31 décembre 2020, pour que la prise en charge FIFPL soit acceptée, il suffit d'être data-docké. À partir du 1er janvier 2021, à partir du 1er janvier 2022, il faudra que l'organisme de formation justifie sa certification Calliope. Mais en tout cas, sur cette année, le Datadoc suffit. Pour les organismes qui ont besoin d'un accompagnement Calliope, nous, on s'est spécialisé et on peut accompagner les organismes sur Calliope, en tout cas ceux qui le souhaitent. Okay. Donc, nous sommes Calliope depuis quelques jours, mais on a fait des accompagnements pour d'autres structures. Donc, on peut intervenir si quelqu'un en a besoin. Merci. Sinon, c'était clair. Oui, alors j'ai essayé de faire un truc pratico-pratique. Je me suis dit qu'il n'y a rien de plus simple que d'aller sur mon site et vous montrer comment je fais pour faire mes demandes de prise en charge. La grosse difficulté FIFPL, c'est que c'est très compliqué d'avoir un interlocuteur. Pour information, c'est très, très long d'avoir les remboursements. Moi, par exemple, l'année dernière, j'ai fait ma formation en décembre. J'ai tout envoyé vers le 20 décembre, en fin d'année. Bon, je n'ai toujours pas l'ombre d'un remboursement. Et je pense que je n'en aurai pas un avant mai ou juin. Pareil pour les accords de prise en charge. Si vraiment vous voulez absolument que ça soit financé, faites la demande bien en amont. Parce que si, en général,
si ça répond aux critères, c'est pris en charge. Je n'ai jamais eu de refus. Mais il faut que ça réponde aux critères. Pareil, en tant qu'OF, lisez bien, prenez le temps de lire. Ce n'est pas compliqué, mais il y a des volumes horaires qui sont pris en charge, d'autres non. Donc là, je ne vais pas être très sympa pour certains OF, mais là, c'est notre boulot à nous faire preuve de conseil envers nos clients et de connaître quelles sont les conditions de prise en charge et d'adapter nos programmes et nos conventions, nos volumes horaires à ça. Je pense qu'il y a aussi un gros travail de notre côté à faire en termes de veille pour les prises en charge. Est-ce qu'il y a d'autres questions vis-à-vis du FIFPL? En l'occurrence, pardon. Non, allez-y, Anita. Tu parlais du financement, des délais qui étaient longs. Quand tu parles de financement, tu es sur une subrogation ou c'est le client qui te paye et ensuite il se fait rembourser? Le client me paye et après il se fait rembourser parce que de toute manière, la demande de remboursement ne peut être faite que si tu lui as fourni une facture acquittée. Oui, donc il n'y a pas de subrogation avec eux. Non. D'accord. Aucune. Merci. Ni avec la GFIS d'ailleurs. Laurent? Oui, alors voilà, la question c'était par rapport justement au taux horaire et au volume horaire. Est-ce que tu as, alors j'ai vu donc qu'il y avait un nombre d'heures, enfin un volume d'argent, de montant maximum, donc c'était 750 €, c'est ça? C'est ça. Voilà. Est-ce que tu sais s'il y a une limite du taux horaire? Alors, non. Alors, oui et non, parce qu'il faudrait le calculer. Mais c'est minimum des journées de 6 heures. Donc, fais 250 divisé par 6. Et du coup, tu auras ta réponse. Oui, d'accord. Mais par personne? Par personne. Par personne. De toute manière, c'est des droits individuels. Oui, c'est ça. Mais du coup, ils vont prendre en charge 250 € par jour pour une journée minimum de 6 heures. Et si c'est des demi-journées, ils vont prendre en charge 125 € sur une demi-journée minimum de 3 heures. Ok. D'accord. Et quel que soit le nombre de salariés formés. En fait. Par contre, si tu fais une formation en groupe et tu as 6 personnes, tu peux facturer la journée de 6 heures 250 € par personne. Ouais, Sinon, après, là, le volume de ta formation, ça ne compte pas. C'est vraiment individuel. Oui, c'est individuel. Ok, d'accord. Et ça, c'est pour les deux, c'est pour FPL et Et AGFIS, oui, pour les deux, c'est des conditions individuelles, tout à fait. Ouais, ok. Et d'accord, ça marche. Merci, Tiffany. De rien. Les montants de prise en charge vont varier par corps de métier parce que pour moi, par exemple, c'est 1 200 € par an à hauteur de 300 € par jour. C'était cette année? Est-ce que vous avez vérifié que c'est bien sur les prises en charge 2021? Oui, c'était pareil en 2020, probablement. Là, j'ai devant moi 2021 et c'était identique en 2020. D'accord. Alors, ça varie. C'est pour ça que je vous disais, allez sur le site et vérifiez. Alors, je vais vous montrer, si vous voulez, sur le site comment on fait. Vous allez sur le site, donc là, il y a profession libérale. Vous cliquez critères et là, code NAF. Et là, vous cherchez quel est votre code NAF. Tu n'es pas en partage d'écran, là. Ah. Tac. Comment je fais ça? Partage. Donc là, c'est bon, vous voyez le site ou pas? Non. Ah voilà, ça y est. Donc, je vais sur le site FIFPL. Je clique sur profession libérale. Et là, je vais dans critères. Vous arrivez sur code NAF. Et là, sur le code NAF, vous pouvez choisir le code NAF, soit le vôtre, soit celui de votre client. Si, par exemple, on prend nos amis les notaires. Si je tape sur leurs critères de prise en charge.
Bon, ben, on ne change pas, on est à 750 €. Alors oui, en fonction des codes APE, ça va changer. Sachant que la majorité des codes APE, c'est 750 €, 250 € par jour. Et on a perdu, l'année dernière, c'était 300 € par jour et 900 € en montant global. Donc, voilà, vous allez… Moi, je me suis fait avoir parce que là, la formation que je vais faire, je pensais que j'allais avoir 900 € de prise en charge. Et finalement, je vais avoir que 750 €. Bon, alors, c'est déjà bien, mais du coup, j'aurai 750 € de prise en charge. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport au FIFPL? Bon, du coup, je passe à l'AGFIS. Ah, comment je fais? Alors, l'AGFIS, c'est là, en général, où ceux qui sont chez FIFPL commencent à avoir envie de pleurer et qui rêveraient de pouvoir changer, mais on ne change pas de FAF, on ne choisit pas. C'est votre code APE, c'est les URSSAF qui, en fonction de votre code APE, vont vous affilier. Donc, vu que je sais qu'on me pose toujours la question « Comment je fais pour changer ?» Vous ne pouvez pas changer, sauf si vous changez de code APE. Mais faut-il que le code APE choisi corresponde à votre activité? Donc, AGFIS, l'année dernière, le montant de prise en charge était de 1 450 €. Mais vu qu'ils sont sympas et qu'ils ont compris que la crise Covid avait emmené les chefs d'entreprise à devoir se renouveler et se former, ils ont monté le plafond de prise en charge est de 3 500 € par an, plafonné à 50 € de l'heure en présentiel et à 35 € de l'heure en distanciel. Attention, contrairement au FIFPL, votre demande de prise en charge doit être faite au moins 15 jours avant le début de la formation. Mais là, Daniel pourra en témoigner, il y a beaucoup de retard dans les dossiers. Je vous conseille de le faire au moins 1 mois, voire 2 mois avant si vous le pouvez. Donc là, comment je fais si je dépends de l'AGFIS ou si mon client dépend d'AGFIS? Donc là, alors, en amont, j'ai toujours téléchargé mon attestation CFP au niveau de l'URSSAF ou mon client l'a téléchargé qui me précise que je suis bien rattachée à l'AGFIS. D'accord? On fait toujours ça en amont. Donc, une fois que j'ai fait ça, je dépends de l'AGFIS. Je me rapproche de mon point d'accueil MEDEF, donc Daniel qui est parmi nous, et je lui dis, Daniel, voilà, j'ai téléchargé mon CFP, je voudrais faire une demande de prise en charge AGFIS. Comment je fais? Et Daniel va vous envoyer un mail qui est parfait et qui vous explique tout, avec tous les modèles de documents, tout ce qu'il faut. Donc, c'est très clair, c'est net, c'est précis. Ensuite, vous allez choisir votre formation. Alors, l'AGFIS est beaucoup moins strict sur les critères. Bien entendu, ça doit avoir un lien avec votre métier. Moi, par exemple, si demain, je demande de faire une formation en métallurgie ou en couture, on va me dire, bon, là, par contre, non. Mais ça peut être des formations qui sont un peu plus élargies. Les formations, Laurent, ça peut t'intéresser, liées au bien-être et au développement personnel sont beaucoup plus financées par la GFIS que par le FIFPL. Et si la formation n'a pas un lien direct avec votre code APE, avec votre activité, mais que vous pouvez démontrer par A plus B que ça va apporter une valeur ajoutée au développement de votre entreprise, vous faites une petite lettre pour motiver votre choix de formation et prouver que cette formation peut vous apporter une montée en compétences, une diversification ou autre. Ils sont ouverts sur ce point-là. Très bien. Et on a des interlocuteurs êtres humains, donc c'est déjà plus facile en fait de parler avec un être humain qu'avec une plateforme. En effet. Une fois que j'ai choisi ma formation, je vais remplir ma demande de prise en charge que m'a envoyée Daniel. Alors, par contre, c'est un peu plus fastidieux comme il y a un petit peu plus de choses à faire. Je vais remplir ma demande de prise en charge. C'est un document que je vous montrerai tout à l'heure. Et je vais le
transmettre à mon point d'accueil, donc à Daniel. Et ma demande prise en charge, je vais l'accompagner des pièces demandées dans le mail. Donc, à ça, vous allez voir, il est demandé de faire une convention ou un devis. Comme tout à l'heure, envoyez les deux. Un programme de formation, votre attestation CFP. Ce n'est pas demandé, mais mettez un cabis aussi de moins de 3 mois. Au moins, Daniel, elle a toutes les infos. Et s'il y a quoi que ce soit, ça va être beaucoup plus facile par la suite. Une fois que vous avez tout ça, vous attendez votre accord de prise en charge. Une fois que c'est OK, vous allez recevoir votre accord de prise en charge. Et là, vous allez participer à votre formation. À la fin de formation, vous allez demander à vous faire rembourser. Donc, à votre point d'accueil, vous allez envoyer les feuilles d'émargement que vous avez demandé à votre OF, l'attestation Covid, la dernière mise à jour, parce que ça change très souvent, et la facture acquittée. Si vous êtes OF, un conseil, envoyez tout directement à Daniel. N'attendez pas que votre client l'envoie, vous envoyez. Moi, même là, alors je vais vous montrer à quoi ressemble. Alors, hop là, je vais faire ça. Comment je sors de là-dedans. Vous me voyez toujours? Toujours. Donc, la demande préalable de financement de l'action en formation AGFIS ressemble à ça. C'est un document que va vous envoyer donc Daniel, que vous allez devoir remplir pour faire votre demande de prise en charge. On ne voit pas le document, par contre, là. Il n'y a pas le document qui s'affiche dans ton partage d'écran, on te voit toi, si tu as mis un document. Alors, attends, oui. C'est bon. Donc, vous allez, pour faire votre demande préalable d'action de formation, vous allez devoir remplir ce document. L'idée, c'est de faciliter le travail de Daniel et de faciliter le travail de la GFIS dans la lecture des documents. Donc là, par exemple, la personne va devoir remplir le point d'accueil, son entreprise, le nom du participant à la formation, qui est l'organisme de formation qui va faire la formation, l'action de formation, les modalités suivies de sanctions, tout ça. Donc, les OF, ça va nous parler. On sait très bien le remplir, mais comment vous dire que la personne qui va participer à la formation, le temps qu'elle aille récolter les infos dans la convention et dans le programme, vous avez une chance sur 2 pour qu'elle ne le remplisse pas correctement. Moi, le conseil que je vous donne, et alors, c'est peut-être pas une bonne idée parce que c'est ce qui me fait ma force aujourd'hui avec mes clients, mais moi, je le remplis pour eux. Et après, ils le signent. Parce que, au moins, je suis sûre que c'est bien rempli. Mais c'est parce que, voilà, bon, j'estime que c'est mon métier. Après, ça, c'est ma vision personnelle. Mais c'est beaucoup plus simple quand je le remplis parce qu'au moins, je sais qu'est-ce qu'il faut mettre dans chaque case. Et puis, eux, ça leur fait gagner du temps. Voilà. Et une fois que la demande de remboursement a été faite, ils vont être remboursés sous un certain délai qui aussi, là, varie. Mais l'avantage, c'est que du coup, Daniel peut nous dire, là, c'est normal, il y a du retard. Non, le dossier est bloqué, voilà ce qu'il faut modifier. Et du coup, on a une vision sur le dossier, donc on sait pourquoi ça bloque. Je précise que ça soit FIFPL ou AGFIS, le budget, si vous ne l'utilisez pas cette année, il ne sera pas cumulable sur l'année prochaine. Le budget non utilisé est perdu. Par contre, Tiffany? Oui. Tu m'entends? Oui, si je peux apporter donc quelques petites précisions donc, concernant les documents qui sont demandés dans le cadre de la constitution du dossier.
Par exemple, pour la demande de prise en charge, ce qui est très important, si vous souhaitez que l'organisme de formation traite votre dossier, toutes les pièces que vous avez donc à adresser à la GEFIS. Donc, vous avez sur la demande de prise en charge la possibilité de donner mandat à l'organisme de formation pour qu'il vous suit le dossier du début jusqu'à la fin. Donc, tout en sachant que s'il y a une information concernant l'accord, demande de complément ou autre, donc il y aura l'organisme de formation qui sera donc averti et également donc la personne qui a fait la demande de formation. Donc, vous avez cette possibilité-là. Ou sinon, si vous souhaitez donc suivre en tant que dirigeant de salarié votre dossier, vous signez juste donc la partie où vous devez signer donc de l'entreprise en fait. Donc ça, c'est le point par rapport à la demande de prise en charge. Et pour éviter en fait aussi des demandes de compléments, si la demande de prise en charge est bien remplie, toutes les mentions, puisqu'on risque de vous demander des demandes de compléments si une case n'est pas cochée, si vous n'avez pas donc bien mentionné les périodes de formation, c'est-à-dire il faut toujours une date de début et de fin. Et il faut également donc veiller à ce que tout ce qui touche les résultats d'évaluation, la partie 5 de la demande de prise en charge, soit bien renseigné pour vous éviter en fait d'avoir des retards de traitement dans votre dossier et vous demander de rajouter ces informations sur les documents incomplets. Alors, je rejoins Daniel, pardon, excuse-moi, sur ça. En fait, c'est exactement le même principe qu'avec les OPCO. Moi, j'entends souvent dire les traitements des dossiers avec les OPCO sont longs. Non. Si on envoie un dossier nickel à l'OPCO, le dossier est en général traité, je ne vais pas dire rapidement, mais traité dans des délais convenables. Par contre, la problématique qu'on a avec un OPCO, c'est que dès qu'il y a un problème dans le dossier, parce qu'on on a fait une petite erreur, ou on a omis un document, du moment qu'on commence à avoir des allers-retours, c'est là où ça traîne et ça devient très long. Pour la GEFIS, c'est pareil. Au maximum, on envoie tout impeccable au premier coup. Et ça passe assez rapidement. Hein. Pardon, vas-y. Pardon, oui, excuse-moi. Donc, pour justement vous éviter d'avoir ces demandes de compléments, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre des dossiers, je vous enverrai donc une liste de pièces à joindre qui est consultable également sur le site de la GEFIS, où vous aurez toutes les informations à préciser sur tous les documents que vous devriez donc transmettre dans le cadre de la constitution du dossier. Donc, si vous vérifiez bien que toutes les informations y sont mentionnées donc, sur chaque document que vous devez envoyer. Il ne devrait pas y avoir donc comment dire, ça ne devrait pas traîner en termes de traitement de votre dossier. Merci Daniel pour ces compléments. Mais Daniel, elle est vraiment top en plus. À chaque fois que vous l'appelez, elle tient au courant des dossiers. Il y a des réponses rapides. Merci, mais je ne fais que mon travail avec plaisir. J'ai la chance de travailler beaucoup avec les agents immobiliers indépendants et à mon grand bonheur, ils sont ressortissants à GEFIS. Donc, c'est beaucoup plus pratique. Est-ce que vous avez des questions? Pardon. Oui, vas-y. Si je peux continuer. Concernant donc la convention, donc effectivement, vous avez la possibilité également donc d'envoyer la convention. Donc, elle est obligatoire de toute façon hein, pour le traitement du dossier. Donc, si on n'a pas la convention, effectivement, le devis est demandé, mais il faut donc quand même transmettre la convention. Avant, effectivement, ce n'était pas obligatoire, mais maintenant, on demande à ce que la convention donc, soit adressée dans le cadre de la prise en charge. Alors, au niveau de la convention, ceux qui ont une OF, en interne, vous avez tous vos propres conventions, vos propres modèles de convention. La GEFIS vous propose leur propre modèle de convention. Moi, j'utilise leur modèle à eux. Pourquoi? Parce qu'au moins, je me dis, je leur facilite la tâche. Ils arrivent à lire les infos directes. Et au moins, ils ne se posent pas de questions.
et je n'ai pas de retour de dossier. Donc, moi, un conseil que je vous donne, c'est à la GFIS, un maximum, collez-vous à leur modèle. Et l'attestation Covid, qui est une attestation qui change assez régulièrement, faites-la à la ligne près. Parce que la dernière fois, alors, j'en ai envoyé une à Daniel. Je n'avais pas vu que la veille ou 2 jours avant, l'attestation avait changé. Il y a juste une ligne qui a été modifiée, le nombre de participants à la formation. Bah, du coup, je dois renvoyer parce que je dois remettre à jour mon attestation Covid. Donc, vraiment, ça ne sert à rien de vouloir que ça soit joli, que ça soit si, faut que eux arrivent à lire facilement. En fait, c'est surtout aussi pour faciliter pour afin que vous puissiez transmettre tous les informations qui sont attendues par la GFIS et pour faciliter aussi donc le traitement de votre dossier, vous faire gagner du temps si tous les éléments demandés sont inscrits. Donc, c'est pour ça que la GFIS a mis des modèles en place que vous pouvez utiliser et qui sont également consultables sur leur site. Est-ce que vous avez des questions? Oui, excusez-moi, j'ai une petite question. Il faut absolument qu'il y ait une date du coup de formation. Tout à fait, oui. D'accord. Une date de début et de fin de formation. Donc, sinon, le dossier ne pourra pas être accepté. D'accord. Merci. Des questions? Moi, j'en ai une petite. Dans le BTP, un chef d'entreprise dans le BTP, du coup, ce sera la GFIS, c'est ça? Bonne question, ça dépend de son code APE. Oui. Ou sinon, si Tiffany, je peux apporter une petite précision. C'est concernant juste pour pouvoir savoir si vous dépendez de la GFIS, du moment que vous transmettiez votre attestation CFP, donc téléchargeable sur le site de l'URSSAF, et qui stipule que vous dépendez de la GFIS, donc votre dossier sera pris en compte. C'est cette attestation qui fait foi et qui assure que vous pouvez donc prétendre au financement donc, de formation par la GFIS. C'est ça. Et en fait, l'attestation indique quel est le FAF qui est associé au demandeur. Donc, il y a des codes APE qui sont un petit peu bancals et des fois, on ne sait pas trop. Le plus simple, c'est pour savoir quel est le FAF de quel FAF on est ressortissant, on télécharge son CFP et ça sera marqué dessus. Okay, merci beaucoup. Oui, juste pour illustrer ce que tu dis sur les codes APE bancals, dans mon corps de métier, moi, je me suis installée en 2011, donc je relève du FIFPL, hein, et les confrères qui se sont installés depuis 2018, ils relèvent du AGFIS. Donc, pour un seul et même code APE, ça peut changer, d'où l'intérêt effectivement de télécharger l'attestation sur le site URSSAF. Je sais que le 7022Z, c'est le cas pour le FAF et pour les OPCO. Selon le 7022Z qu'on a, on peut être chez OPCO OP ou on peut être chez ACTO. Donc, téléchargez votre CFP, vous saurez chez qui vous êtes, c'est le plus simple. Et nous, effectivement, et la GFIS, le point accueil, si dès qu'on a l'attestation, donc stipule que vous dépendez de la GFIS, donc le dossier peut être monté, peut être constitué. Des questions? Des remarques? Est-ce que tu as quelque chose à dire sur mon compte formation? Le CPF? Voilà, le CPF et comment ça peut rejoindre FIFPL ou AGFIS? C'est-à-dire, est-ce que tu peux approfondir ta question, s'il te plaît? Aujourd'hui, donc c'est des formations qui sont bien séparées. Oui.
Tout à fait. On peut pas combiner les droits. Alors, ça dépend. Tout va dépendre. C'est-à-dire qu'on est sur des choses qui sont vraiment différentes. Le CPF, c'est votre compte personnel formation. Donc, c'est un compte sur lequel vous avez cumulé des droits tout au long de votre vie professionnelle. Sachant que depuis 1 an ou 2, je ne sais plus la date exacte, vous cotisez, même en tant qu'indépendant, au CPF. D'accord? Donc, ce qui se passe, c'est, mettons, je veux faire une formation qui vaut 4 000 €. J'ai 2 000 € de CPF. Cette formation peut être prise en charge par le CPF parce qu'elle répond aux critères d'éligibilité. Je vais utiliser mes 2 000 € de CPF pour financer cette formation et je peux demander de faire prendre en charge par la GFIS ou FIFPL le reste de la formation si besoin. Donc, je vais faire une double. Mais en fait, là, je vais faire, par exemple, si la formation, j'ai n'importe quoi, fait 6 modules, ben peut-être que module 1 à 3, je vais faire prendre en charge par CPF et module 4 à 6, je vais faire une demande de remboursement à mon FIFPL ou à la GFIS. Tu confirmes, Tiffany, que pour une prise en charge CPF, enfin pour une éligibilité CPF, il faut que la formation soit diplômante ou certifiante? Ou qu'elle fasse partie d'un module, que ce soit un module qui fait partie d'une formation diplômante. Alors, il faut qu'elle soit diplômante, certifiante ou, et là, est-ce que je vous dis le petit secret qui va vous sauver la vie, ceux qui n'ont pas envie de galérer, ou il faut qu'elle réponde, qu'elle soit dans le cadre d'une création ou d'une reprise d'activité. Ouais. Ok. D'accord. Mais quand je dis création ou reprise d'activité, des formations qui soient vraiment en lien avec ça, donc avec des modules, parce que je vois passer des trucs qui me rendent complètement chèvre. Pour information, ceux qui s'amusent à faire un peu n'importe quoi avec cette niche de CPF, il y a des contrôles qui arrivent. Il y a plein de contrôles qui arrivent. Ouais. Mais c'est des choses complètement différentes. Et une formation qui n'est pas éligible au CPF peut être éligible au remboursement à GFIS ou FIFPL. Par contre, si vous utilisez votre CPF pour une formation et que vous faites aussi appel à la GFIS pour le financement de la formation, ce qui est très important de faire, c'est de nous informer en amont que votre CPF sera donc, une partie du CPF sera utilisée. Et sur la facture acquittée, il faudra également donc préciser la partie où le CPF prend en charge. Le montant pris en charge pour le CPF. En termes logistiques, vous pouvez demander à l'OF de le répartir en modules. C'est-à-dire qu'une partie des modules, vous faites un dossier de prise en charge CPF et les modules restants, vous faites votre demande. Si vous pouvez faire ça, en termes logistiques, c'est beaucoup plus facile après. Et le CPF est cumulable et reportable, c'est bien ça? Oui, à un certain plafond que je n'ai plus en tête parce que ce n'est pas ma spécialité. Donc, 3 000 €, je crois. Mais je ne suis pas sûre de ma réponse. Et qu'on peut vérifier éventuellement et puis tenir informé. Oui, c'est ça, on peut aller chercher l'info. Est-ce que vous avez encore des questions? J'ai pas de questions, j'ai juste 2 remarques. Sachez par information que j'ai pu me faire rembourser une journée de participation à un jury avec le FIFPL, donc ça peut se faire. Et puis, il y avait autre chose que je voulais dire. Oui, je m'adresse à tous ceux qui sont formateurs. Aujourd'hui, moi, je n'utilise pas mon plafond de formation. Pourquoi? Parce que je trouve que souvent, les délais entre le moment que je sache une formation va se faire est souvent trop court. Donc, je disais un petit peu à Tiffany en question avant aujourd'hui,
Moi, idéalement, je sais que ça doit passer, on dépose un dossier au FIFPL et je sais que ça doit passer en commission. Idéalement, j'aurais aimé savoir les dates de commission, mais je pense que c'est trop difficile. Mais aujourd'hui, souvent, on me parle d'une formation et je sais que je ne peux pas me lancer dedans parce que je ne suis pas sûre que je vais être remboursée. Alors, donc, ça, pour moi, c'est un frein. Alors, oui et non, parce que normalement, FIFPL, tu peux faire la demande de prise en charge 10 jours après le début de la formation. Et si ça répond aux critères, c'est pris en charge. C'est très rare. S'il y a un refus de critères, enfin, s'il y a un refus de prise en charge, c'est que ça ne répond pas, c'est que c'est hors des critères listés. Donc, si par contre, ça rentre vraiment dans les cases de critères listés, ça passe. J'ai déjà eu des refus alors qu'une formation cochait toutes les cases. Donc, va comprendre, mais donc c'est peut-être pour ça Après, que je suis un petit peu frileuse là-dessus. Non, mais ce qui est compliqué avec le FIFPL, c'est que c'est très, très, très compliqué d'avoir un interlocuteur. Oui. Oui. Donc, J'ai une question concernant la GFIS. Donc, l'OF, alors pour le FHPL, l'OF fait sa facture et le client est remboursé par la suite. C'est ce que j'ai cru comprendre. Exactement. Pour la GFIS, comment ça se passe? C'est la même chose ou C'est la même chose. Okay. Tu payes, facture acquittée, et une fois que la GFIS reçoit la facture acquittée, il lance le processus de remboursement. Ça, ouais. Très bien. Merci. Dans tous les cas, il y a une avance qui se fait. Il y a une avance, c'est-à-dire ah oui, la personne qui doit se former. Enfin, c'est ça, la personne qui doit se former. Alors, je tiens à attirer votre attention. Il y a eu, notamment au niveau des OPCO, il y a eu beaucoup d'abus en début d'année avec les déplafonnements des prises en charge. Et il y a beaucoup de contrôles qui sont en cours. Pour FIFPL et AGFIS, certains OF ont un modèle qui dit, alors certains ouvertement, mais d'autres non, vous inquiétez pas, je prends le chèque et j'encaisserai votre remboursement. Ça, chacun le fait en fonction de sa trésor et de tout ça. Pourquoi pas? Sauf que sur ce critère-là, je vous dirais attention, attention, parce que si vous prenez un contrôle direct, vous êtes dans la caca. Au-delà que si le client, une fois qu'il a la facture acquittée, il décide de faire opposition au chèque et que vous n'êtes plus payé, c'est surtout que si vous prenez un contrôle direct, là, ça va faire mal. Je le déconseille fortement. Après, voilà, je sais que ça se fait beaucoup. Moi, j'aime bien encaisser les chèques, donc il n'y a pas de, oui, pas de risque. Voilà. Non, mais alors, je voyais un formateur qui vient de Métropole, qui fait des formations ici. Il met clairement sur son site Internet. Je sais pas, il n'a pas peur. Il est joueur. C'est ça. Par contre, pour le règlement donc, par la GFIS, le règlement des formations par la GFIS, donc ce qu'il faut savoir également, c'est que le règlement se fait que par chèque et adressé directement à l'entreprise bénéficiaire. Donc, sur la demande de prise en charge, c'est très important également de mettre la bonne adresse, une adresse précise pour que le chèque arrive bien chez l'entreprise donc bénéficiaire de la formation. Bon, vous allez tous utiliser vos budgets formation cette année? À fond. Oui.